La première application que nous allons voir, c'est la programmation de timer en mode polling. Donc, nous allons essayer de clignoter la LED verte tous les 500 millisecondes en utilisant le timer 6. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le timer en mode polling. Qu'est-ce que ça veut dire le mode polling? C'est-à-dire qu'on va effectuer une scrutation sur le flag update interrupt flag, qui est un bit du timer 6 status register. Donc, l'ensemble des étapes pour créer ce programme, c'est qu'on va commencer par configurer la LED PD12. Ensuite, on va configurer le timer 6 pour nous générer un update event tous les 500 millisecondes. Donc, on va calculer la valeur du prescaler et la valeur du registre AR. Nous avons trouvé qu'on peut mettre au niveau du prescaler 1000 -1 et au niveau du registre AR 42 000 -1. C'est les mêmes étapes de calcul qu'on a effectuées la dernière fois. Ensuite, je vais définir et initialiser la structure du timer en utilisant QX, lancer le timer 6 et au niveau du main, dans la boucle infinie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer une scrutation du bit du flag timer flag update en utilisant une macro que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je vais passer à QVMix. J'ai créé un projet en utilisant la carte STM32 F407VG. Je vais commencer par configurer la broche PD12 comme un GPA au output et configurer le timer 6. Alors, le timer 6 est un timer qui ne fonctionne qu'en mode basique. Donc, ce menu est très simple. Pour l'activer, il suffit de cocher activer. Et au niveau des paramètres de configuration, il n'y a que les paramètres du mode temporisation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le prescaler, je vais définir la valeur 999 qui est égale à 1000-1. Et au niveau du registre AR, on va mettre 42 000-1. Donc, c'est 41 999. Et le trigger event selection, c'est-à-dire comment se fait la détection du débordement du timer si on veut récupérer le signal à la sortie du timer, elle se fait par la détection du update event. Donc, qu'est-ce qui reste? Alors, si on veut s'intéresser à l'utilisation du timer, on ne peut pas omettre la partie configuration de l'horloge qui est fondamentale. Donc, la base du calcul, je reviens ici, la base du calcul de ces paramètres se fait sur l'utilisation d'un signal d'horloge. Donc, si je reviens au calcul qu'on a effectué la dernière fois, donc voilà, ici. Donc là, par exemple, je veux effectuer un update event tous les 1 Hz pour avoir une période de 1 milliseconde, une période de 1 seconde. Pour avoir une période de génération d'un update event tous les 500 millisecondes, j'aurai une fréquence de 2 Hz. D'où vient les valeurs du prescaler est égal à 1000 et la valeur -1 et la valeur de période qui est égale à 42 000 -1. Alors, toute la base de ce calcul utilise la valeur de la fréquence du signal d'horloge appliqué à l'entrée du timer, qui est égal à 84 MHz. Donc, voyons par défaut ce qui existe au niveau du QVMix. Si je regarde mon projet, la partie configuration de l'horloge, je vois qu'actuellement, la valeur par défaut, elle est égale à 16 MHz. Ça, c'est dans le cas où je récupère, c'est lorsqu'on génère un projet tout neuf. Faites attention, vous allez voir que par défaut, il va vous mettre une fréquence d'horloge est égale à 16 MHz. Ce qui fait que la temporisation générée par votre timer va être 10 fois aux valeurs normalement qui devraient être calculées. Alors, si nous voulons récupérer ici 168 MHz, ce qui permet de récupérer au niveau du registre APB1 au niveau du bus APB1 timer clock, sur tout ce bus, tous les timers qui sont montés sur ce bus vont récupérer une fréquence est égale à 84 MHz.
Alors, dans ce scénario, réellement, le signal appliqué en entrée va passer à travers une PLL qui permet la multiplication de la valeur de la fréquence pour qu'elle arrive à atteindre une fréquence est égale à 168 MHz. Donc, au lieu que le signal récupéré passe à travers ce trajet, c'est un multiplexeur, ce signal, il passe à travers une PLL qui permet la multiplication de cette fréquence pour récupérer cette fréquence de 168 MHz. Alors, le deuxième point qu'il faut voir, c'est la configuration des entrées de ce signal d'horloge. Alors, on veut dire au QBMix que nous allons récupérer le signal à partir d'un oscillateur quartz. Donc, nous allons vers RCC, la configuration du signal d'horloge au niveau du microcontrôleur, et on l'informe que nous allons récupérer le signal d'horloge à partir d'un oscillateur quartz appliqué à l'entrée de ce microcontrôleur. Donc, c'est le Ceramic Resonator. Donc, c'est un résonateur céramique, c'est-à-dire un oscillateur quartz. Donc là, il nous configure, bien sûr, les broches qui sont utilisées pour cet oscillateur céramique. Alors, une fois tout ça est fait, on a terminé la configuration. On a connu aller au niveau du projet, donner un nom au projet, définir la toolchain et générer le projet. Alors, ce qu'on récupère au niveau du CAIL est le suivant. Donc, si on regarde la fonction main, donc, qu'est-ce qu'on a? On trouve que le QBMix a généré une instance appelée HTIM6. C'est un handler du timer 6 qui est du type TimeHandle-TypeDef. Et une fonction d'initialisation appelée mxTime6init qu'on va voir en détail. Donc, je descends pour voir. Alors, le mxTime6init, il contient la partie configuration qu'on a définie tout à l'heure au niveau du QBMix. Donc, il prend cette variable hashtimer6 qui est une variable de type structure, dont le premier champ est l'instance. On définit au niveau de cette instance le timer 6. Et le deuxième champ init est une structure qui elle aussi contient plusieurs champs, à savoir le prescaler qui est défini à 999, le mode de comptage qui est à A, la période qui est la valeur du ARR qui est égale à 41 1999. Et là, c'est une autre fonction avancée qu'on n'est pas en train d'utiliser actuellement. Et à la fin, on appelle la fonction wholeTimerBaseInit qui permet de faire quoi cette fonction? De prendre les paramètres de la variable hashtimer6, alors passer par adresse parce qu'elle demande une variable de type pointeur. Alors, elle prend les paramètres au niveau de la structure init, qui est un champ de la variable hashtimer6, et elle écrit toutes ces données au niveau de l'adresse définie, au niveau de l'instance timer6. Alors, cette instance nous donne une information, elle est égale plutôt à l'adresse au niveau du timer6 au niveau de la mémoire. Donc, ça, c'est une structure sur, c'est un pointeur sur une structure dont l'adresse est égale à l'adresse du timer6 au niveau de la memory map. La structure, elle contient autant de registres que autant de champs que les registres de configuration du timer6. Donc ça, c'est la partie config. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? On va voir qu'est-ce qui a été déjà défini au niveau du main et nous allons faire le reste. Donc, au niveau du main, on a l'appel de la fonction de configuration du GPIO, la fonction de configuration du timer. Donc, ce qui reste à faire, c'est de lancer le timer. Alors, pour lancer le timer, nous allons dans le volet fonction du navigateur et nous allons ouvrir le fichier timer STM32F4 hold time qui contient l'ensemble des API du timer. Alors la première partie, ce sont les API de l'utilisation du timer en mode basique. Donc on peut récupérer la fonction start par exemple. La fonction start, elle prend un seul paramètre qui est du type timer handle type def étoile. Donc c'est un pointeur sur un handle du timer. Donc, je vais copier cette fonction et je vais lancer mon timer avant le main. Parce que une fois le timer lancé, il va fonctionner indéfiniment. Donc, on demande ici une adresse. Donc, je vais passer la structure hash
timer 6 par adresse. Donc là, j'ai lancé mon timer. Ce qui reste à faire, c'est effectuer une scrutation du flag UIF, le Update Interrupt Flag, qui se met à 1 à chaque fois que le compteur déborde. Alors, alors je l'ai pas montré tout à l'heure, ce sont des macros. On a deux macros réellement. Une macro permettant de lire l'état du flag, hold timer get flag. Elle prend deux paramètres, le handle du timer et le flag qu'on veut lire. Et cette macro, elle permet tout simplement de retourner l'état du flag. Et la deuxième macro qu'on va utiliser, c'est la macro clear flag. Alors c'est hold timer clear flag. Elle prend deux paramètres aussi, le handle du timer et le flag qu'on veut remettre à 0. Et elle ne retourne rien, elle permet tout simplement de mettre à 0 le flag passé en paramètre. Sachant que l'ensemble des flags qui peuvent être utilisés au niveau de ces macros, il y en a plein, on peut voir ça dans l'environnement de développement. Donc, je vais trouver, comme ce sont des macros et non pas des fonctions, donc je vais les trouver dans le fichier holdtimer.h. Alors, je vais commencer par la macro holdTimerGetFlag. L'ensemble des flags qu'elle peut prendre en paramètres sont les suivants. Donc là, c'est le timer flag update, c'est le update interrupt flag, donc le UIF. Sinon, il y a d'autres flags pour le mode capture and compare, là, pour le mode commutation, et plein d'autres modes. Donc, je vais copier tout simplement la macro. Et ce qu'on veut faire au niveau du main, donc au niveau du while, on va tout le temps tester la valeur de ce flag. Quel flag? Le update interrupt flag. Donc le paramètre, c'est le time flag update. Alors le premier paramètre, c'est le handle du timer qui porte le hashtim 6. J'ai effacé sans faire exprès le paramètre. Alors, cette macro, elle retourne quoi? Donc, elle va nous retourner, on va faire un test. Donc, elle peut nous retourner soit 1, soit 0, qui sont les états de ce flag. Donc, si cette macro nous retourne 1, donc on teste si c'est différent de 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le timer a débordé. Et dans mon cas de figure, juste pour détecter que le timer a débordé, je vais tout simplement inverser l'état de la LED PD12. Donc, j'ai inversé l'état de la LED 12. Ce qui reste à faire, c'est remettre ce flag à 0 pour pouvoir détecter sa mise à 1 une deuxième fois. Donc, je vais chercher la macro hold time clear flag qui permet de remettre à 0 un flag passé en paramètre. Donc, la macro, elle a exactement la même syntaxe. Elle prend deux paramètres en entrée. Le handle, qui est le hash timer 6, et le flag, qui est le time flag update. Là, vous pouvez bien sûr tester votre programme et utiliser. Alors, vous pouvez bien sûr tester ce programme et vérifier que tout va bien dans votre environnement de développement. J'attire juste votre attention sur un point, c'est que si j'utilise le timer malheureusement en mode polling, je vais tout le temps tester l'état de ce flag. Donc le main va être, mon CPU va être tout le temps en train d'exécuter le traitement qui permet la détection de la mise à 1 de ce flag. Ça n'a réellement aucun sens. Si on veut utiliser un timer, l'idée c'est que nous allons l'utiliser en mode interruption. C'est ce qu'on peut voir dans la vidéo suivante.